Le livre sur les quais et la bibliothèque sonore romande vous proposent « Et si la nature prenait le pouvoir ?» avec Francesco Michielli et Tom Tirabosco, animé par Patrick Valélian et enregistré le dimanche 1er septembre 2024 au Grenier Bernois. Bonjour. C'est étonnant ce que vous êtes bavard avec cette chaleur quand même. Hein. Alors il y a interdiction d'utiliser du papier, tout ça. Non, je rigole. Bon, écoutez, c'est de l'humour du dimanche après-midi. Désolé, je ferai plus. Voilà. Bienvenue pour cette causerie entre Francesco Michielli. C'est juste ? J'ai pas trop raboté le nom. Juste. Et Tom Tirabosco. Sur la question de « Et si la nature prenait le pouvoir ?» avec deux travaux totalement différents, mais on en reviendra tout à l'heure, qui vont dans le même sens. Alors, il y a un point commun entre Tom et Francesco, c'est que vous êtes nés, les deux, en Italie, et qu'un a atterri à Genève et l'autre plutôt en Suisse alémanique. Voilà, mais vous êtes nés les deux en Italie. On dit déjà quelque chose ? Non, vous pouvez si vous voulez. Je refais rapidement quand même votre parcours. Alors Tom, vous avez étudié à l'Académie des Beaux-Arts, notamment à Venise. Ouais, c'était un petit passage. Ouais, mais après à l'École supérieure aussi des arts visuels à Genève. Ouais. Vous n'êtes pas sorti de l'école d'ailleurs ? Non, c'est pas la même. Hein, c'est pas la même. Moi, j'ai fait l'équivalent de ce qu'est la aide aujourd'hui. Ok. Et moi, je travaille au CFPR, donc le Centre de formation professionnelle. D'accord, mais vous n'êtes pas sorti de l'école quand même. Mais je suis resté effectivement, je suis resté un peu dans les méandres de l'éducation. Et donc, illustrateur, dessinateur qu'on ne présente plus, parce que vous avez signé à la fois en Suisse et à l'étranger également. Et vous signez ce sublime, album. Opus, ouais. Opus. Sur Terra Animalia, une belle réalisation chez La Joie de lire. Franchement, un vrai plaisir à lire. C'est vrai ? Ah ben merci. Ouais. Parce que, et à voir également. Ok. Et non, franchement, c'est... Ok. Après, au départ, je pensais que c'était un travail plutôt pour les enfants. Mais ça l'est en fait, un peu. Mais un peu plus quand même pour les grands enfants aussi, quoi. Ouais, je voulais faire un truc un peu généraliste, un peu grand public, en espérant... toujours réussir à vendre un maximum de livres, parce que comme un des buts, non, c'est pas un des seuls buts. Non, moi c'est pas le. Mais nous sommes entre nous. Non, mais moi je fais pas des livres, c'est pas mon premier objectif évidemment, mais voilà, on se dit quand même, ça peut être sympa si c'est lu par pas mal de gens quand même. Alors on reviendra un petit peu sur le contenu de l'opus, et puis Francesco, c'est donc une traduction d'un ouvrage qui a été publié en premier en allemand, et sur le thème, c'est donc si les forêts nous quittent, et un bel ouvrage. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des trous aussi, c'est très sympa. Ça, Tom, vous auriez pu faire sur votre bande dessinée aussi d'ailleurs. Et puis ouvrage chez Elis Hélas, dont j'ai cru voir l'éditeur à quelque part. Voilà. On ne peut plus dire de bêtises, il y a l'éditeur. Non, mais il y a effectivement des images de forêt. C'est... Exactement. Ouais. Et ça fait un point. Ça fait des points communs entre les deux ouvrages. Voilà. Donc on est dans deux univers un peu différents, mais effectivement avec des points communs, puisqu'on est dans le texte et dans le dessin, mais aussi avec du texte chez Tom, mais avec un point commun, c'est la question de la nature. Alors rapidement, chez Tom, si je le résume, c'est une espèce de on se retrouve sur une terre dans le futur, ouais, ou peut-être dans le passé, savoir comment on se positionne. C'est dans le futur, donc les hommes et les... J'ai presque à un moment donné l'impression que c'est presque le début finalement de l'histoire de l'humain sur la Terre, quoi. Il y a un côté... le livre est positionné dans le futur, mais en même temps c'est tellement Adam et Ève, quoi. Mm-hmm. Il y a un peu de ça. Et donc les hommes et les femmes ont quitté la Terre. On a... vidé finalement la Terre de ses substances, de ses richesses, de sa force vive. Mais la Terre renaît, quoi, d'une manière ou d'une autre, et sans nous. Oui, en fait, donc le projet de ce livre, c'était aussi de sortir
de ces récits justement éco-anxieux dont on en parlait justement avec Alexandre. C'est vrai que là, on a traversé une décennie de récits d'effondrement, et moi, j'avais réalisé un précédent livre qui s'appelle Femmes sauvages, où on était dans des questions d'écologie, mais dans un rapport vraiment un peu dramatique et catastrophique, et un constat catastrophique de la situation, etc. Et là, avec ce livre, c'est maintenant l'idée de aussi réensauvager un peu ces fictions et redonner un peu d'envie, en fait redessiner aussi la beauté du monde et la beauté de la biodiversité, des animaux, etc. Donc d'abord c'était cette idée-là, et avec Patrick Mallet, on s'est dit mais en fait il faut qu'on crée un récit de science-fiction. On imagine que l'humanité, en fait, elle a quitté depuis des milliers d'années cette terre après l'avoir pillée et après l'avoir détruite, et elle revient en fait pour voir ce qui se passe, et elle revient effectivement dans cet Éden, et ça recommence. On se retrouve avec un espèce de récit fondateur, Adam et Ève, qui pour survivre vont devoir effectivement aussi eux déjà se délester de leur attribut technologique, de leur scaphandre et de tout ce qui fait qu'ils arrivaient à vivre, à survivre sur cette planète Mars, pour redevenir d'une certaine manière animal. Donc c'est un peu un récit qui est assez positif, même si je pense qu'il a à la base aussi une idée qui est un peu subversive et pas très, en tout cas pas très chrétienne, et pas très, dans le sens où en fait on a été expulsé de l'Éden, du paradis originel, et on redevient des bêtes avec des poils et une queue, en fait, comme les singes. Et alors qu'en fait, on nous avait prédit quand même de cultiver ce grand jardin et d'en être maître, et là c'est le contraire, en fait. C'est intéressant aussi, il y a un passage aussi avec un tribunal où les animaux doivent décider s'ils nous redonnent une place ou pas. Enfin, quand on parle des animaux d'ailleurs, les habitants finalement de la Terre qui nous décident si on doit y revenir ou pas. Votre histoire, Francesco, elle se place avant le départ des humains vers une autre planète, Mars ou autre. Oui, ça dépend. Si ils sont déjà retournés, refait la même chose. Alors peut-être, c'est ça. Parce que ça, ouais. C'est la force du récit, ouais. là. Ouais. Vous, on est plus dans une logique où, en gros, on est un été, il fait chaud, tiens, ça me fait penser à quelque chose. Ouais. Des jeunes se retrouvent autour entre eux, quoi, et décident à un moment donné, après la rencontre d'une personne très énigmatique, vous nous en parlerez aussi, de se lancer dans une réflexion, de se lancer peut-être aussi dans l'écriture d'un manifeste, et de se dire un peu subversivement, qu'est-ce qu'on pourrait faire nous maintenant pour éviter justement de devoir quitter la planète après l'avoir vidée de ses substances. Et c'est là que le livre est très complémentaire on l'a très probablement pas fait exprès, mais je trouve que c'est passionnant de confronter vos deux ouvrages, parce que l'un répond à l'autre, et inversement, il y a un vrai dialogue entre vos deux ouvrages. Peut-être on peut aussi dire que aussi là, il n'y a pas de solution. Le manifeste n'est pas fini. Et quand je fais le manifesto, non. Et quand je fais des lectures, j'invite certaines fois les gens à continuer ce manifeste, soit quand on est là ensemble ou à la maison, parce qu'on peut aussi le faire après la lecture du livre, continuer ce manifesto et réfléchir qu'est-ce que moi je pourrais faire. Et oui, c'est une histoire d'un groupe de jeunes qui est venu, c'est la première fois que j'écris sur cette thématique, mais il y a quand même un lien avec la thématique que moi j'ai. Ma thématique, c'était l'étranger, venu de l'Italie, fils des migrants. Alors j'ai beaucoup écrit sur être étrange, être de notre pays. Et ce que me frappe, c'est aussi que la nature est devenue un étranger pour nous. Étrange. Après, il y a aussi ce beau jeu de mots qui fait être ange, étrange, toutes ces choses-là. Et alors, il y a quand même un lien. Et j'étais en train d'écrire toute une autre histoire. J'étais en train d'écrire policier, on dit ça? Polar. Polar. Agent der kleinen Dinge, quelque chose de très farfelu. Le deuxième. Mais c'était à un moment, cette histoire vient vers moi. Il faut vraiment l'accepter comme ça. Et j'ai dû l'écrire.
Je ne sais pas pourquoi, je l'ai fait, parce que j'ai toujours appris qu'il faut faire les choses quand on te dit de les faire. Alors j'ai accepté. Voilà. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne sais pas. Non, mais ce que vous avez oublié de nous dire, c'est que c'est comme dans la bande dessinée de Tom, il y a un personnage principal qui disparaît d'ailleurs assez vite, mais qui reste très présent parce que son absence occupe aussi les pages dans Si les forêts nous quittent. C'est Jinko. Dans l'ouvrage de Tom, on a aussi un personnage qui est un petit peu aussi, un peu comme Moïse, hein, qui nous fait traverser le bras de mer, quoi, hein, un petit peu. Il y a ces deux personnages qui sont, alors c'est une prophétesse, on le lit comme ça. En même temps, on ne sait pas trop ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle pourrait être ou pas. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle existe? Peut-être qu'ils l'ont rêvé aussi. Puis en même temps, alors par contre, chez Tom, c'est plus présent. C'est un animal qui lui, va s'intéresser à ces drôles d'humains, mais en même temps, ce personnage s'intéresse aussi à ce groupe, ou en tout cas, c'est comme ça qu'on le comprend, qu'on le perçoit. Oui, c'est vrai qu'en lisant en contemplant, lisant aussi ton ouvrage, c'est vrai que j'ai aussi fait cette pensée qu'il y a ces deux personnages qui un petit peu se ressemblent. Chez Jinko ou Ginko, on ne sait pas si elle existe vraiment ou est-ce que c'était un rêve de groupe, hein, parce que c'est une été, il fait vraiment très chaud, comme ici, et on ne sait pas si est vraiment en réalité ou pas. Est-ce qu'on voit des choses? Est-ce que je suis vraiment là? Toutes ces choses-là, non. Et alors, jusqu'à la fin, ça reste ouvert, parce qu'on entre dans l'histoire au moment de la disparition, comme on entre dans l'histoire au moment de la disparition. Non, c'est pas le moment, mais de la disparition de l'humanité, si on veut, non. Et là, on n'est pas sûr si qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Jinko était vraiment là, ou est-ce que c'était comme un rêve commun qu'on peut avoir, ou peut-être c'était un rêve de la nature qui parle, ou quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas, hein, je l'ai écrit. Ok. Mais en tout cas, elle incarne, ce personnage, il incarne un espoir, en fait. Un espoir, oui, oui. Ils sont tous amoureux, mais en même temps fascinés par ce qu'elle porte comme espoir de futur. Ouais. Chez vous aussi, il y a un espoir. Il y a aussi l'espoir chez toi, oui, oui. Oui, tout à fait. Sans ce personnage-là, il y a déjà pas d'histoire, on va dire ça comme ça. Oui, c'est vrai. Et comment est né justement ce personnage, ce fil rouge? Donc la Lycaone. Oui. En fait, moi je voyais donc quand on crée des livres ou des bandes dessinées, enfin moi dans mon cas, parfois c'est une image qui incarne comme ça, ou qui est comme ça une espèce d'image séminale qui va un peu faire germer tout le récit autour. Et moi, c'était le tableau de Gaspard David Friedrich de l'homme contemplant cette mer de brouillard, comme ça. Et je voyais cette image presque comme la couverture du livre, mais je l'imaginais avec un chien à côté. Je voyais cet homme qui regardait comme ça, qui contemplait cette nature, le paysage, et je m'imaginais un chien à côté. Et je me disais, mais ça, en fait, le meilleur compagnon de ces deux humains, ça peut être finalement qu'une sorte qu'un chien. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, en fait, quels sont les chiens sauvages aujourd'hui en Afrique? En l'occurrence, c'est les Lycaons. Et on s'est dit que ces deux humains, ils allaient rentrer en contact avec un non-humain et une non-humaine qui est une Lycaone, une jeune Lycaone qui est très très curieuse. Et il y a aussi cette idée, il y avait aussi moi j'avais aussi en tête le Petit Prince avec l'idée de l'étranger qui va un peu apprivoiser en fait le renard. Donc il y avait ces espèces de petits clins d'œil comme ça un peu lointains. Ok. Comment est né, si je reviens un petit peu sur la jeunesse du projet, parce qu'à un moment donné, forcément, il y a nécessité fait loi. On est dans une situation où on lit des choses. Les journaux sont encore utiles un petit peu à ça. C'est qu'on apprend des choses. On a l'actualité, on a le réchauffement planétaire, au changement climatique. Enfin, ça dépend comment on appelle ça et comment on se positionne. Mais en même temps, on est dans une logique où on voit tomber sur son téléphone portable plein de news. Comment après on intègre tout ça et qu'est-ce qui provoque finalement le début de la création?
Chez l'un pour l'écriture et chez l'autre pour le dessin. Chez moi, peut-être c'était. Moi, j'ai fait des ateliers d'écriture au Tessin, à Terravecchia. C'est un endroit au Centovalli. Et quand on a fait ces ateliers d'écriture, on était vraiment dans la forêt, dans le bois. Et j'ai fait ce projet avec des jeunes réfugiés de l'Afghanistan. Et après, des étudiants de l'Allemagne, du Tessin et de la Suisse alémanique aussi. Et c'était là que cette idée est née aussi. Ou disons, non, peut-être c'est la source. Parce que c'est clair que moi, avec mon âge, je ne peux pas entrer dans l'esprit des jeunes. Mais parce qu'il y a eu cet échange qui était très profond et très fort, alors c'était pour moi la source de créer cette situation, ces images. Et aussi, pour moi, c'était important aussi de ne pas entrer dans ce news qui nous dit maintenant, demain on va mourir, après-demain on n'est plus là, toutes ces choses-là, mais qu'il y a quand même que tout reste fragmentaire, ouvert, possible, qu'il y a cette possibilité quand même de changer, et que maintenant, ce soir, on va à la maison et on dit on change, mais on fait aussi une autre politique, on va voter des autres, je ne sais pas quoi, pour changer toutes ces situations. Et c'est ça que j'ai senti de faire. Et il y avait aussi une très grande lecture de beaucoup d'œuvres. Quand j'ai écrit, j'avais au moins 10 livres ouverts, parce que je trouve qu'on n'écrit jamais seul. On écrit toujours avec les autres, avec les lectures qu'on fait. Et c'était quoi ces lectures ? Ils sont tous cités là-dedans. Par exemple, il y a Michel Serres, Le Parasite. Ça fait maintenant 1970 ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est très intéressant que déjà là, il disait que nous, l'être humain, parasite tout. Et qu'à la fin, quand il n'y a plus rien à parasiter, il se parasite lui-même, par exemple, et des autres aussi. Et le bulletin de WWF et de Greenpeace. Voilà. C'est aussi ceci dit, c'est aussi un message d'espoir que vous passez dans le bouquin. Donc, et c'est la même chose chez Tom. Mais Tom, donc processus de création, sur quoi on parle ? Il y a quoi, une news qui a provoqué ça ? Une rencontre, une envie ? Oui, comme je te disais avant, il y a l'idée déjà d'aller vers un récit plus lumineux, où il y a vraiment plus d'espoir et plus d'ouverture. Sortir aussi, voilà, moi, comme je te disais, j'ai beaucoup ruminé sur ces questions d'écologie, de limites planétaires, d'habitabilité, etc. Puis moi, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup les penseurs de l'écologie politique, ou tous ces gens qui ont aussi forgé un peu cette pensée aujourd'hui de notre rapport au vivant. Donc ceux-là, ils sont toujours derrière un peu, ils nourrissent un peu quand même ça, ces fictions. C'est pour ça que ça m'intéressait de savoir mais c'est vrai que tu les cites par bribes dans ton livre. Mais voilà, moi et puis je me dis un jour j'aimerais bien travailler vraiment aussi avec un penseur ou un philosophe qui réfléchit ces questions et comment est-ce qu'on pourrait construire des récits. Toute cette question des nouveaux récits aujourd'hui, elle est importante, elle est très à la mode aussi. Il faut rien du tout, mais ce serait intéressant de commencer à construire des nouveaux récits, qui soient des récits qui soient basés pas uniquement sur des questions de vitesse, de performance, d'exploitation, de force, de bruit et de fureur, comme dirait Aurélien Barraud, mais des récits qui parlent d'autres choses, quoi, d'autres valeurs, d'autres sentiments, d'autres émotions, qui soient des émotions, et qui mettent justement parce que
là, on peut pas, il n'y a pas un jour où on ouvre un journal, où on allume la radio, où on n'est pas, on succombe pas sous les news anxiogènes par rapport à la dégradation de notre planète et des écosystèmes. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de news, plus de récits, plus de choses qui nous vantent la beauté de ce qui reste du sauvage et du vivant aujourd'hui? Enfin, moi, il me semble qu'aujourd'hui, il faut... moi, c'est un peu ma mission, quoi. Oui, ma nouvelle mission. C'est un peu... Non, mais en fait, c'est pas ma mission. Il n'y a plus que ça qui m'intéresse. D'accord. Non, je voulais reprendre ça parce que je ressens aussi ce que tu viens de dire. Et dans ce livre-là, j'ai essayé de ne pas donner des données, des situations, mais surtout cette incertitude, cette volonté. Nous, on veut faire quelque chose, on veut et on essaye. Par exemple, il y a un moment où ils libèrent les vaches et après ils se demandent, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant que si les vaches sont libres? Est-ce qu'ils savent quoi faire, les vaches libres? Toutes ces choses-là qui nous questionnent, mais qui nous donnent quand même un sentiment qu'il faut faire quelque chose, même si on ne sait pas quoi, même si on ne sait pas où on est. Et c'est là que peut-être entre la pensée philosophique où les gens qui en savent plus, qui peut-être vont nous dire quoi faire. Mais je ne voulais pas jouer avec ça, mais seulement avec ce sens d'une jeunesse qui se sent un petit peu perdue, qui a un certain peur, mais qui ne perd pas la vue de la nature et aussi la vue vers qu'il y a toujours une possibilité. C'est ça. Moi, ce que j'ai trouvé dans les deux œuvres, c'est un message très politique quand même aussi, dans le sens de gestion de la cité, dans le sens aussi d'espoir, mais très politique dans le sens aussi, on peut chercher d'autres voies. Et ça, dans les lectures que vous avez pu faire, Francesco par exemple, vous avez senti ce retour-là aussi du public qui vous dit... il y a, on parle de manifeste. Un manifeste, c'est pas un hasard. Un manifeste, c'est quand même une idée de se dire, on se retrouve autour de points qui nous permettent d'aller de l'avant. Un manifeste, c'est comme une constitution, comme une constituante en réalité. C'est comme l'idée de se dire, on a un programme politique, un programme d'évolution, quoi. Et ça, est-ce que ce retour-là politique, enfin, moi, c'est un peu de déformation professionnelle parce que je suis beaucoup dans la politique, mais je l'ai senti dans les deux œuvres, en fait. Oui, c'est dedans. Je ne sais pas si Tom, tu vas dire aussi oui. Mais moi, je me souviens que quand j'ai fait une lecture à Bâle, sur le Rhin, Ripatli, quelque chose comme ça, alors il y avait tout un groupe qui a continué vraiment le manifeste. Il y avait aussi ces gens qui étaient dans l'organisation, qui sont allés à Strasbourg, que maintenant... il y avait la présidente qui était là. Et alors ça devient... oui, c'est clair. Si on continue le manifeste, ça devient aussi... Ça entre dans la politique, mais parce que ça doit aussi entrer dans la politique. Alors il y a ce moment poétique. On met le lit, et ça fait l'autre. Mais je suis plutôt poète que politique. D'accord. Mais c'est clair que ça doit être aussi là. Hein. C'est à cause de ça qu'il y a cette invitation à continuer à écrire le manifesto. Ok, c'est les aînés pour le climat, d'ailleurs, en parenthèse. Oui, oui, je ne trouvais pas le nom. Merci beaucoup. Qui ont fait condamner la Suisse, effectivement, pour une action. Oui, maintenant, M. Rust, il ne veut pas accepter. On ne change pas une équipe qui gagne avec Osli. Bon, bref. Tom, même question. Pardon ? Je t'ai rarement vu aussi politique dans ce... je vous ai, bon pardon, non, je plaisante. Dans Terra Animalia, tu trouves que c'est... Ouais, okay. On se tutoie, on se dit vous... On peut se tutoyer, on se connaît depuis longtemps. On nous demande de dire vous, mais enfin bon, on va se dire tu parce qu'on se connaît effectivement. Ouais. Donc oui, non, mais il y a plus que dans d'autres œuvres. Ah ouais, d'accord. Comme s'il y avait une... Mince. Non, c'est un peu la limite de l'exercice, mais... Parce que dans Femmes sauvages, on m'a reproché d'être un peu dans le manifeste. C'est vrai que le bouquin
bouquin, il commence avec vraiment une critique du capitalisme et du patriarcat et blablabla, et puis ça y va, et les choses sont dites, et on crache la colère. Après, ça part dans des choses plus allégoriques, et on rejoint le mythologique. Mais non, dans celui-là, je pensais qu'on avait fait une petite fable assez innocente. Oh ben zut. Mais bon, c'est vrai qu'il y a au centre, il y a quand même une petite, il y a quand même, il y a un moment effectivement où notre système mortifère est représenté. Mais on a vraiment essayé d'y mettre un minimum de mots. Ça passe par l'image. En fait, l'aspect politique, je pense qu'il passe aussi par l'image là. Comment ça se travaille d'ailleurs justement avec Patrick. Avec Patrick, ouais, avec l'écrivain. Alors, scénariste. moi, parfois je travaille seul, mais j'aime beaucoup travailler avec un compagnon ou une compagnonne. Je trouve que c'est hyper intéressant. Mais je crois que c'est assez pénible de travailler avec moi, en fait, parce que j'ai un peu tendance à cannibaliser un peu le travail de mon camarade, et donc il a un peu souffert, Patrick, mais ça fait des années ça fait au moins 15 ans qu'on essaye de faire un projet ensemble. Puis là, on a quand même réussi, donc il est quand même très content, je crois. Mais je me permets des fois mais j'ai besoin que ça soit comme ça, un peu océanique avec mon partenaire. Mais en gros, c'est un canevas écrit dans un premier temps, c'est des phases. Enfin, comment ça se construit En fait, ça se construit en puzzle, je dirais. Okay. Et ça arrive pas. Enfin, la seule fois où j'ai travaillé, où c'est arrivé, le scénario est arrivé page par page, case par case, défini très précisément, c'est dans Congo. Et là, j'ai vraiment souffert, mais énormément. Ça reste mon plus grand succès, hein, malgré tout, mais j'ai dû réapprendre beaucoup. Enfin, ça m'a servi pas mal comme apprentissage aussi, de recommencer à réapprendre la narration, etc. C'était très intéressant de bosser de cette manière, mais je dirais, moi, j'ai besoin de travailler de façon plus organique, donc chacun réagit sur ce que l'autre avance et on construit le récit à deux. Ok. Bon, pour l'écrivain, c'est différent. C'est un travail beaucoup plus, individualiste. Ouais. Vous m'entendez ? Non ? Marche plus ? Ah voilà, il y a un bug, pardon. Ça fonctionne de nouveau. C'est un travail beaucoup plus finalement en solitaire, sauf que là, finalement, si je comprends bien aussi, il y a un travail en commun qui permet de lancer le récit, qui est récupéré par l'écrivain, qui après travaille à sa table. Comment ça se passe d'ailleurs quand vous écrivez ? C'est quoi ? C'est le matin avec un café vous écrivez sur des feuilles ? C'est sur l'ordinateur ? Comment concrètement ça se passe ? Je commence où ? Alors il y a eu il y a eu vraiment ces rencontres, mais après quand j'ai écrit, c'était pas mis en discussion en groupe. D'accord. Le groupe n'est pas intervenu. Oui, okay, c'était vraiment la source, ce souvenir de ces rencontres, ouais, okay. Et aussi de voir comment les gens ces jeunes gens se sentaient bien dans la nature, comment ils se sont aussi sentis vus par l'écriture, aussi par être et ce lien entre poésie et nature aussi qu'ils ont senti, parce qu'ils ont quand même, c'est pas évident de raconter une vie de fuite. Après, il y a eu aussi des moments d'émotion. Ça, c'était la source, non, de ce groupe. Après, oui, c'est solitaire. Il ne doit pas faire tellement chaud comme ce soir, non. C'est mieux pour écrire si c'est plus frais. Et oui, solitaire, mais comme je dis au commencement, toujours avec des autres livres. Il y a toujours les autres livres qui sont là, soit vraiment ouverts, soit les lectures qu'on a fait. Alors il y a aussi ce moment choral qui existe dans l'écriture. Choral dans le sens qu'on a ces lectures, ces livres dans la tête qui nous accompagnent pendant qu'on écrit.
Mais concrètement, c'est sur des carnets, c'est sur des feuilles, c'est sur un ordinateur, c'est sur un tableau. Enfin, comment? Moi, j'écris à la main parce que ouais. C'est toujours la main parce que la main donne un certain rythme. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Si je peux faire une petite parenthèse de l'écriture, parce que il y a eu beaucoup de penseurs qui ont écrit sur comment écrire, avec quoi, avec quel instrument. Et il y a eu un très beau passage de Roland Barthes qui racontait la différence entre écrire à l'encre et écrire avec le bic. On dit le bic, le tuk-tuk, hein, le bic. Et que écrire le bic, c'est plutôt pour écrire des choses vite, sans trop réfléchir. Et maintenant, on est arrivé à écrire directement dans l'ordinateur. Ça, c'est le bic d'aujourd'hui. Et la main, c'est l'encre du temps de Roland Barthes. Parce que quand on écrit à la main, ça a un autre rythme. Il y a le corporel dedans, il y a la main, manufacture, il y a la nature. Et après, il y a quand même, quand après on le met, on le tape dans l'ordi, il y a comme encore une fois une traduction de tout ça qu'on a écrit à la main. Et après, c'est aussi intéressant, il y avait des gens comme Frisch ou des autres qui tapaient tout directement parce qu'eux, ils écrivaient avec le son de tic tic. Ça s'appelle une machine à écrire, hein, oui, pour les plus jeunes dans la salle. Avec la machine à écrire. Pardonnez-moi. Machine à écrire. Oui, bon, vous connaissez... Non, bon, ok, j'arrête. Tom, même chose. Est-ce que ça se fait sur l'ordinateur directement avec la tablette? Moi, je mélange l'aspect dessiné à la main encore et l'aspect numérique vient après. Il y a quand même une étape, mais je fais pas tout au numérique. Enfin, maintenant, c'est vrai qu'on peut absolument dessiner et absolument imiter n'importe quel stylo, n'importe quel crayon avec les tablettes graphiques aujourd'hui. Et il y a plein de jeunes qui font des choses incroyables avec, mais moi, voilà, je suis quand même aussi de la vieille école, comme Francesco, donc j'aime bien le crayon, j'aime bien la rature qui va rester, qu'on peut pas enlever, enfin, où il y a comme ça des repentirs, où ça m'intéresse. Tout cet aspect un peu de l'accident dans le travail du dessin, il m'intéresse beaucoup en fait. Même si, comme ça, de prime abord, si on ouvre mes livres, c'est vrai que ça a l'air comme ça hyper, comme ça, super maîtrisé. Il y a quand même ce souci de laisser une part comme ça à l'imprévu. La fausse note qui fait qu'on reste humain finalement. Dernière question avant de vous laisser la parole. Je viendrai avec le micro, hein, je me déplace, mais il fait très chaud. Hein. Voilà. Non, mais vous avez le temps de poser des questions, puis j'aime bien quand il y a ce côté démocratique. Merci aussi. de résister là, d'être là. Ouais, merci. Il y a dans vos deux, c'est une question un peu, enfin peut-être on enfonce des portes ouvertes, mais il y a deux œuvres ici très différentes, mais qui se recoupent sur certains points. C'est pas fait exprès, mais c'est comme ça. On sent qu'il y a une dimension, il y a une urgence d'exprimer ça aujourd'hui. Et une des questions que je me pose toujours quand je vois sortir des ouvrages autour de l'environnement, autour de cette question et la suite, c'est de savoir si d'une manière ou d'une autre, on arrive à mobiliser les foules, on arrive à sauver finalement l'humanité par l'art et par soit la littérature, soit par le dessin, soit par le conte, enfin ainsi de suite. Est-ce qu'il y a un objectif aussi, encore une fois, très politique, là derrière, quand vous lancez dans un projet comme celui-là? Aucun. J'aimerais peut-être commencer avec une autre pensée. Quand j'ai vu que toi, tu t'appelles Tirabosco, alors j'ai pensé, moi je m'appelle Micheli. Il y a quand même la nature dedans. Cielo, c'est le ciel. Bosco, c'est le bois, la forêt. Et alors, ça veut dire qu'on a presque dû faire quelque chose avec la nature, vu qu'on a ce nom-là, Micheli, nel bosco, nel Tirabosco,
Et moi, j'ai fait que des livres où il y a des forêts. Hein. Ouais. Alors, t'es resté là. Non, mais c'est vrai. Chez moi, j'ai un livre qui s'appelle L'œil de la forêt, qui est un de mes classiques, si on peut dire. T'es resté dans le bosco, nel mezzo del. Est-ce que tu en as parlé avec ton psy un jour, non? Pardon? Tu en as parlé avec ton psy un jour ou pas? Il n'y a pas besoin. Non, mais j'en ai parlé. Non, mais j'ai souvent dit que moi, j'ai souvent raconté que moi, je sais bien dessiner les arbres. Je sais pas dessiner les villes et les gratte-ciel. Ça, je sais pas bien dessiner. Et voilà, bon. Mais c'est vrai que c'est pas étonnant. En fait, c'est lacanien tout ça. Et après, pour retourner à est-ce qu'on veut changer, je crois que l'écriture, la poésie, elle essaye toujours de dire quelque chose. Elle essaye aussi de donner quelque chose, de passer quelque chose. Mais après, si ça fait un effet, je crois que ça, c'est pas vraiment le devoir de la poésie. Je crois que le devoir de la poésie est d'être là, comme aussi les arbres qui doivent être là, et que c'est mieux s'ils restent là. Et s'ils ne disparaissent pas. Et aussi pour la poésie, qu'elle ne disparaisse pas, qu'elle reste là, je crois. Ok, avant de donner la parole au public, est-ce que j'ose vous demander de lire un court passage? Vous osez ou quoi? Non, moi, je vous demande, à vous si vous pouvez. Moi j'ose. Ouais. Je croyais que vous osiez. Non, je vous laisse faire. Pour Tom, c'est plus compliqué de lire un passage. Voilà. Tom, tu fais un choix. Tu veux lire? Alors c'est Francisco qui choisit et c'est Tom qui... On s'organise, hein, vous nous donnez 2 minutes. C'est Tom Tirabosco qui va lire un passage de mon livre. Ah, ben c'est très bien. Pour être... Sinon, je vais ouvrir et après tu lis. Non mais Tom, il y a le livre ici si tu veux. Hein. Oh, bon, ok. Alors, il est là, tu l'as trouvé? Ah, bah voilà. Ok. Au hasard, après on peut le lire. Céline, si la nature et les animaux avaient aussi une police qui nous tire hors de la maison comme des voleurs et met la maison sans dessus-dessous, parce que nos délits auraient été commis sur une propriété privée, alors que nous n'avons fait qu'écrire un texte sur une paroi. Comment ça serait si la police déboulait chaque fois que les animaux sont dérangés et chassés de leur territoire, que des forêts disparaissent, des espèces végétales? Je peux aussi faire une liste des disparitions, que des champs soient empoisonnés. Je veux docilement ce qui doit naturellement être. Nous ne sommes pas des romantiques, non, pas des rêveurs non plus. La société est convaincue que le monde va exactement comme elle pense. Nous trouvions alors qu'il nous fallait réfléchir à l'insuffisance de la raison et de la logique et en discuter, aussi avec les puissants. Les vagues du hasard ne sont quasi plus contrôlables. La façon dont nous avons dérangé le monde fait que le hasard va régner pour longtemps. Merci beaucoup, Tom. Merci. Je t'engage. Est-ce qu'il y a des questions? Et j'amène la... Voilà. C'est une question pour Monsieur Micheli. J'ai pas compris, peut-être j'ai pas été attentive, j'en sais rien. Ouais. Dans quel contexte vous aviez écrit votre livre? Parce que ça m'intéressait bien de voir le groupe de jeunes activistes du climat. Moi, j'en suis proche de ces mouvements et j'ai pas compris le lien avec votre livre. Alors, dans ce groupe, il y a ce groupe dans le livre, ce sont des activistes du climat, on peut les appeler comme ça. Le contexte de l'écriture ou l'idée de ou disons la source, comme j'ai répété déjà, la source du livre, c'était ces ateliers d'écriture que j'ai fait avec ces jeunes au Tessin. Et là, on discutait naturellement la nature, le climat et aussi... par exemple, les jeunes Afghans, ils n'étaient pas tellement habitués à la nature, parce qu'il paraît que là, on ne va pas dans la nature, parce que la nature, c'est quelque chose qui fait peur. Chez nous, c'est le contraire. Nous voulons dominer la nature.
Nous voulons, oui, c'est ça dans la pensée, je dis, non? On veut être. Et c'était très intéressant d'avoir ces rencontres et ces réflexions. Et c'est là cette source de ce petit livre, de cette poésie ou de ce récit, voilà. Et puis par là, vous n'avez pas eu d'autres contacts de, je sais pas, la ZAD du Mormon ou d'autres choses? Vous n'avez pas eu de contact en dehors du Tessin avec d'autres groupes? Avec d'autres groupes, j'ai eu après que le livre est sorti, j'ai eu, oui, mais pas des contacts d'activisme. Moi, je suis vraiment seulement un poète, mais dans la poésie active et activiste. Alors, en vous écoutant, vous avez parlé que vous savez dessiner que des arbres. Disons, vous aimez dessiner les arbres. Donc, nous avons, si on peut le comprendre, traversé l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire que l'humain a fait l'expérience, c'est peut-être un peu kabbaliste, je ne sais pas comment le dire, et on a le résultat de la connaissance de l'homme qui se croyait plus intelligent que le Créateur, on va lui donner ce nom. Et maintenant, vu qu'on arrive à la fin, parce que c'est une échéance, on le sent, disons, moi je fais l'espoir à l'arbre de vie, qui lui a toute cette connaissance de la vie, qui est d'une intelligence infinie, qui est inscrite en chacun de nous, qui veut bien aller écouter son intérieur. Et j'ai cette joie d'avoir compris ça, parce que j'ai un espoir infini dans la vie. Et j'aime la vie, et je trouve que, comme monsieur qui écrit des poèmes, j'ai entendu une fois, d'ailleurs même à Morges, j'étais venue à des conférences sur la poésie qui étaient magnifiques, où il était dit quand même par des gens qui venaient de Paris que la poésie sauvera le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique, parce que la poésie, elle ne peut pas s'écrire avec le mental. La poésie, elle s'écrit avec le cœur. Et dans notre cœur, voilà, tout est là. Donc, allons écouter notre cœur et plutôt notre savoir qui ne sait rien. Voilà. C'était juste ma réflexion qui est sortie de mon cœur, sans trop. Merci. Merci. Mais non, il n'y a rien à rajouter. Non, mais bien sûr que la poésie, je sais pas si moi je pense pas que la poésie sauvera le monde. C'est pas la poésie qui va sauver le monde malheureusement, mais nous avons plus que jamais besoin de poésie, évidemment. Et nous avons plus que jamais besoin de beauté, on a besoin de douceur, on a besoin de gratitude, de joie, d'émerveillement, de toutes ces choses. Mais c'est illusoire de penser que nos livres, même si je parlais avant des nouveaux récits, et que ce serait chouette de commencer à écrire des récits qui parlent d'autre chose que de vitesse, de compétition, de puissance, de force et des choses comme ça. Mais en même temps, voilà, je pense que je sais pas si je pense pas que nos objets de création culturelle ont véritablement le pouvoir de véritablement changer le cours de l'histoire. Je pense qu'ils sont. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants. Ils sont éminemment importants. Ils font partie de notre humanité. Mais je reste quand même prudent par rapport enfin, voilà, je pense que oui, vous avez raison. Il faut de toute façon être dans la joie et travailler avec le cœur et laisser un peu le mental aussi de côté. Mais voilà. Mais je vous remercie de votre intervention. Alors moi, je trouve, au contraire, parce que vous êtes aussi convaincu, mais que par ce biais-là, comme cette BD, alors moi je ne l'ai pas lue encore, mais je suis bibliothécaire scolaire, donc je vais pouvoir la transmettre. Le message sera communiqué à des enfants, donc plus on écrit sur le sujet, sur la protection de la nature, mieux c'est. Et puis, donc voilà, c'est bien de le faire et de continuer à le faire. Et puis moi, si je suis venue là, c'est que j'ai vu l'accroche dans le petit livret du livre sur les quais. Bon, j'ai vu votre nom. J'ai vu aussi activiste du climat.
Et ça m'a fait tilt. Donc, je vais lire votre livre. Je ne serais peut-être pas tombée dessus sans voir ça. Et j'y suis sensible puisque j'ai aussi, comme toi, fait la connaissance d'activistes il y a un mois en arrière. Moi qui les voyais de loin aux Mormons, un peu, voilà, sans aucune agressivité, mais voilà, sans plus que ça. Et j'ai rencontré ces jeunes et ça a été fantastique. Je me suis dit, mais ils sont extraordinaires. Ces jeunes de 25 ans ont vraiment eu un message sans violence, sans rien. C'est eux qui ont déclenché des choses, en tout cas chez moi, chez d'autres, pour la protection d'une forêt, là, en dessus, à Ballon, contre une gravière. Je ferme la parenthèse. Et c'est vraiment une boucle. Là, les jeunes repartent. Et il a fallu que eux, voilà, ils ont peut-être lu des livres comme les vôtres, ils ont entendu plein de choses, et ça repart. Et on les soutient. Il y a une association qui a été créée grâce à eux. Ils sont criminalisés, ils sont extrêmement malmenés, ces jeunes. Alors on a créé une association grâce à eux. Ils sont traités comme des terroristes, pour certains. Oui, j'ai eu une lecture à Dresde, en Allemagne, à Dresden. Et là, il y a toujours cette discussion. On avait même peur qu'il y aura des activistes de droite qui arrivent déranger cette lecture, non? Parce qu'il y a aussi ce moment de criminalisation des jeunes qui essayent de faire quelque chose. Ouais, c'est vrai. Alors, merci pour vos écrits et vos BD. Merci à vous. Oui, je trouve aussi très important cette question de l'aspect politique de la poésie de Francesco Micheli. Et je vois l'aspect politique le plus fort dans son livre, c'est la forme. C'est-à-dire que c'est des voix qui se confrontent, une diversité de voix. Le questionnement est le même. Que faire dans cette situation ? Et personne n'a la réponse. Et il n'y a justement pas de guide. Ginkgo est loin. Ils peuvent rêver de ce guide. Mais la première chose, c'est de laisser parler les gens, d'écouter la diversité des voix. Et ça, je trouve une force énorme de ce petit roman. Et il nous invite, comme ça a été dit, de continuer le dialogue, comme il se fait maintenant, parce qu'on n'y est pas encore, on ne sait pas encore. Et je voudrais encore parler d'un autre texte, d'un autre livre de Francesco Micheli qui s'approche encore plus de Terra Animalia. C'est son recueil de poèmes, La Mission, des poèmes qui se sont faits lors du Covid. De l'étrangeté du monde, des villes vides et des animaux qui arrivent, qui repeuplent la ville. Je vous invite à lire aussi, je ne sais pas s'il est là sur non. Il a aussi été traduit, ses poèmes ont aussi été traduits en français. Ça vaut la peine également. À côté de cela ? D'accord, très bien. À Genève. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, non ? Au niveau de la nature qui prend le pouvoir. C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est... Bon, tous vos livres sont traduits en français ou pas ? Non, pas... Mais quand même... quelques-uns, ouais, mais pas tous les livres. Il y a un éditeur dans la salle, donc je dis ça, je dis rien. Ouais. Et là, vous sentez, vous, une sensibilité différente entre la Suisse alémanique et la Suisse romande ? Mais vous pensez au langage ou à quoi ? Non, sur l'ouvrage, par exemple, le retour des médias ou le retour du public. J'ai eu l'impression qu'il y a plus de retours ici qu'en Suisse alémanique. Mais peut-être c'est aussi grâce au moment, grâce à l'éditeur, je ne sais pas ce qu'il a fait là, ou grâce, il faut parler avec lui, mais, ou peut-être, vous savez, il y a certaines fois il y a le moment juste, à la place juste, ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas, mais il y a eu plus de retours ici qu'en Suisse alémanique. Et après en Allemagne aussi, mais là la discussion c'est plus dur. C'est vrai, c'est plus politique aujourd'hui. Oui, plus.
Ok. Mais simplement aussi parce que est-ce que les sujets finalement environnementaux sont plus traités ensuite, parce que c'est ça peut-être, je sais pas, Tom. Toi, dans tes bandes dessinées, tu es aussi traduit à l'étranger, hein, donc oui, mais tu vois une petite différence. Je me rends pas compte de ce qui se passe avec les livres à l'étranger, mais Ouais. non, je vois pas tellement de différence. Est-ce que les pays nordiques sont est-ce que les pays plus au nord sont plus activistes ou plus conscientisés par rapport à ces questions? Peut-être, je sais pas. Mais là, ça devrait être. Bon, c'est vrai que là, le mouvement des jeunes pour le climat, Lausanne a été un peu presque un épicentre, non, du combat. Totalement. Ouais. Et c'était étonnant de voir tout d'un coup cette ville devenir un peu le symbole comme ça d'une lutte de cette génération. Enfin, peut-être je me trompe, mais toi, tu es journaliste, tu peux peut-être plus nous... Non, mais historiquement, je pense que les luttes étaient plus puissantes en Suisse allemande, notamment à Zurich, quand il y a les luttes contre les bombes atomiques, les centrales nucléaires. Ouais. Lapsus révélateur. Mais effectivement, il y a plus de mobilisation, plus de ZAD ou de mouvements concrets en Suisse romande aujourd'hui. Donc je pense que c'est pas un hasard non plus. Mais effectivement, moi, j'ai pas travaillé directement là-dessus, quoi. Après, je sais pas, l'éditeur, pourquoi avoir publié cet ouvrage? Il nous reste 5 minutes, donc on va profiter un peu de toi. Oui. Être éditeur, c'est assez amusant, c'est recevoir beaucoup de manuscrits et tout d'un coup être accroché par quelques manuscrits qui résonnent avec ce qu'on fait dans les lignes. Donc, Édicelas, nous, on est spécialisé aussi dans cette littérature de qu'est-ce que l'écologie nous fait devenir, comment est-ce que l'écologie transforme le langage, comment est-ce qu'on reçoit ce langage-là, comment on écrit différemment maintenant qu'on sait que le monde est plus complexe et un peu plus fragile que ce qu'on envisageait par le passé. Et ben voilà, Francesco Michieli, c'est une rencontre un peu particulière, c'est le traducteur qui vient me voir et il se passe quelque chose de très bizarre quand on est éditeur. Je pense que si j'ai d'autres collègues qui sont dans la salle, vous le connaissez, mais des fois on commence à frissonner quand on découvre un manuscrit. Et on a des poils qui se dressent. On ne sait pas pourquoi ce texte est fondamental, mais il est fondamental et il doit être publié. Et ce qui est intéressant avec le texte de Francesco, c'est que c'est un texte qui est chargé d'une aura. Et peut-être que l'édition allemande en fait, a préparé en fait, cette venue francophone du texte, dans la mesure où toutes les personnes qui l'ont lu au début ont été galvanisées par le texte. Des gens qui m'ont dit « mais j'ai lu ce texte et j'avais qu'une seule envie, c'était de le déclamer à voix haute ». Et j'ai rarement vu autant d'enthousiasme autour de ce texte. Donc voilà, expliquer pourquoi aujourd'hui, en francophonie, on est intéressé par ce genre de texte, c'est évidemment parce que le texte a une force. Et malheureusement, je ne vais pas pouvoir être... J'ai pas lu ton livre, Tom, donc je t'en censerai une autre fois. Mais ce texte-là est extrêmement fort, mais aussi il est extrêmement intelligent sur l'écologie, parce qu'il pose des questions qui vont un peu au-delà de simplement on détruit la nature et c'est mal et c'est terrible, mais qui pose la question un peu sous-cutanée de l'écologie. Qu'est-ce que ça nous fait devenir? Qu'est-ce qu'on ressent? Avec aussi une thématique, et je poserai un peu la question à Michieli, mais cette figure de Ginkgo qui est là, qui fédère ces jeunes, qui leur donne un sens d'amour révolutionnaire pour se mettre ensemble et en action et qui disparaît. Il y a aussi toute une question, est-ce qu'elle-même, cette figure un peu messianique de l'engagement écologique, de l'espoir, est-ce qu'elle n'est pas aussi un peu victime de toutes nos attentes des jeunes, mais aussi des moins jeunes, sur n'importe qui peut nous sauver de cette situation-là. Et je pense que c'est un des points que tu soulèves qui m'intéresse, derrière aussi cette question un peu mystique de l'écologie, c'est aussi comment est-ce que nous, effrayés par ce qui nous arrive dessus, on surinvestit certaines personnes qui elles-mêmes deviennent un peu victimes de leurs propres solutions qu'elles préconisent. On pense à des Pierre Rabhi, on pense à des Dominique Bourg, on pense à toutes ces figures aujourd'hui auxquelles on s'accroche. Michel Maxime Heger, par exemple, et il y en a beaucoup d'autres, mais parce qu'on s'attend ou on a besoin... Greta ou Greta Thunberg. Non, mais c'est exactement ça. Et aussi, et je pense que c'est vraiment le coup de génie de ce roman-là, c'est aussi de reposer cette question, mais qui sont ces gens que l'on suit pour l'écologie, qui réfléchissent, qui sont investis, comme Tom, hein, typiquement, quand tu dis « j'ai pas envie de penser à autre chose », on est complètement dedans. Voilà, donc je ne sais pas si, Francesco, tu veux dire un peu plus sur Ginkgo ou est-ce qu'on vous laisse découvrir? Tu veux dire quelque chose? Je voulais juste dire quelque chose.
à propos de ce que tu viens de dire pour les gens qui ont lu le manuscrit et qui ont eu envie, ou le livre et qui ont eu envie de le déclamer. Parce que justement, la voix est tellement importante, ou les voix sont tellement importantes dans ce livre. Et en fait, l'enjeu du traducteur, c'était de faire exister chacune de ces voix. Et donc, il s'est efforcé de traduire pour que le texte soit lu à haute voix. Et c'est peut-être ça aussi qui a contribué disons, le traducteur traduit intuitivement, mais c'est le texte lui-même, l'original, qui a poussé à cette oralité. Merci. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Oui, voilà, avant qu'on vous libère. Juste une question assez simple. Comment avez-vous choisi le prénom Ginkgo? Parce que j'aime cet arbre. Pour moi, c'est devenu un arbre très important. J'étais une fois à Bologne et il y a aussi 3 ginkgo là-bas, 3 ou 4, tout près d'un restaurant qui était le restaurant du peuple. Et alors j'ai trouvé que peut-être c'est aussi un arbre politique. Après, on connaît toutes les histoires, que c'est un arbre très fort, qu'il vient de lointain, qu'il est, comment on dit ça, vieux, oui. Oui, c'est un fossile. Merci, Tom Tirabosco. Oui, tout parler del Bosco. Oui, c'est ça. C'est un fossile. Et c'était tout ça. Et c'est quand même intéressant avec ginkgo, in italiano c'est ginkgo, qu'il y a eu, avant que je vienne ici, il y a eu un médecin coréen qui travaille aussi avec le ginkgo, qui est venu me parler parce qu'il a entendu que ce personnage s'appelle Ginkgo. Et ça fait des relations, je ne sais pas quoi. Peut-être c'est aussi l'arbre qui crée des relations. Après, il y a aussi Goethe, qui a aimé beaucoup. C'est Johann Wolfgang von Goethe. Pas le même contexte. Mais ginkgo, c'est aussi un arbre qui a survécu la bombe atomique à Hiroshima. Hein. Oui, je ne voulais pas parler de la bombe atomique, mais c'est ça. Ah, aussi, oui, non, mais, quand on parle de Huxley, on revient à la bombe atomique. Enfin, c'est comme ça, quoi. Donc, bref, d'autres détails. Ben, merci pour cet échange, cette causerie. Vous retrouvez Tom et Francesco sous les tentes pour la signature. Vous êtes quel côté, Tom? T'es où, toi? Moi, on est tout près, là. D'accord, très bien. Ouais. Mais où, alors? 79. Je dis toujours bonjour. D'accord, ok. Non, mais quelle tente? Mer ou terre? Ville. Montagne. Voilà. Donc, vous les retrouvez maintenant pour la signature. Donc, allez-y. Et merci de vos questions, de l'échange. Et merci, Tom et Francesco. Merci d'être venus. C'était « Et si la nature prenait le pouvoir ?» avec Francesco Michieli et Tom Tirabosco, enregistré le dimanche 1er septembre 2024 au Grenier Bernois par la Bibliothèque sonore romande pour le livre sur les quais.